Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, d'abord à vous tous et toutes, d'abord une bonne et heureuse année 2020, année qui commence par une forme d'accélération de l'histoire, une accélération dangereuse. Et donc, comme la Présidente l'a indiqué, moi, je souhaite quand même prendre un peu le temps du débat et vous comprendrez que, Monsieur le Ministre, mon propos dépasse mon texte initialement déposé il y a déjà plusieurs semaines, en tout cas en ce qui concerne la première question. Alors, la situation au Moyen-Orient est particulièrement complexe et avant d'entrer dans le vif de mon propos, je voudrais me permettre une série de préalables. Je crois en effet, premièrement, qu'il est indispensable, pour bien comprendre ce qu'il se passe, de ne jamais perdre de vue la généalogie de la séquence qui culmine aujourd'hui dans la violence. Il ne faut jamais la perdre de vue et, en remontant le fil de cette séquence, avoir toujours conscience qu'elle a commencé, qu'elle a débuté par la sortie par les États-Unis, sortie unilatérale, de l'accord de Vienne. C'est très important parce que c'est à partir de ce moment-là que la situation a commencé à dégénérer jusqu'à aujourd'hui. Alors, deuxième préalable, rappeler aussi que l'action menée vendredi par les États-Unis contre un officiel d'un pays souverain est une première depuis la Deuxième Guerre mondiale, que le seul précédent visait un officiel japonais. Et donc, de ce point de vue-là, on peut être tous interloqués par la manière de fonctionner du président Trump et certainement dénoncer une attitude guerrière. Troisième préalable, pour que ça soit dit, il est évident pour nous que le général Soleimani était à la tête d'un réseau de milices dont l'action est extrêmement nuisible dans la région, particulièrement en Syrie, où il a sur la conscience, où il avait en tout cas sur la conscience la mort de milliers de civils, et notamment lors du siège d'Alep qui a été d'une brutalité et d'une cruauté extrême. Et puis plus récemment, et c'était d'ailleurs l'objet de plusieurs questions de collègues et de moi-même, la répression de ses propres concitoyens en Iran, répression extrêmement brutale aussi. Et donc l'action du général Soleimani s'inscrivait dans un mélange de paranoïa défensive, un peu syndrome de l'encerclement de l'Iran, et en même temps, une dynamique impérialiste de l'Iran dans la région, il faut donc le dire. Alors, ceci étant fait, où en est-on aujourd'hui? Donc la situation est extrêmement confuse et imprévisible, donc moi je ne me risquerai pas en prévision de comptoir quant à l'évolution de la situation. Ce qui est certain, c'est que l'action menée par Donald Trump risque d'avoir des effets non souhaités ou des effets paradoxaux. Et je vais en citer quelques-uns. Le premier étant l'affaiblissement, le risque d'affaiblissement de la lutte contre Daesh. En augmentant et en faisant renaître le sentiment américain. Il ne nous a pas échappé dimanche après-midi que le Parlement irakien avait voté une résolution demandant le départ des troupes étrangères. Ceci, évidemment, affaiblirait considérablement la lutte contre l'État islamique, même si restons lucides, il est peu probable que le départ de ces troupes se fasse à court terme. Mais quand même, deuxième effet non désiré, il est probablement, il est possible que l'Iran, quelque part, sorte gagnant de cette séquence en renforçant sa position en Irak, où les voix anti-iraniennes qui s'étaient exprimées pendant l'automne et ici au début de l'hiver, forcément sont aussi affaiblies. Alors, même si l'Iran, troisième élément, même si l'Iran
ne donne pas l'impression d'avoir accéléré son rythme de désengagement. Donc tous les 60 jours, l'Iran annonçait un pas supplémentaire vers la sortie de l'accord de Vienne, de ses engagements prévus dans l'accord de Vienne. Je n'ai pas l'impression que le rythme de sortie s'est accéléré ici. Les observateurs attentifs auront noté que l'Iran n'a pas franchi le cap des 20% d'enrichissement d'uranium et a continué à garantir l'accessibilité de ces sites aux agents de l'AIEA. Et donc, quelque part, on reste dans une escalade qui est mesurée, en tout cas, qui ne rompt pas le rythme qui était celui de l'Iran depuis l'été. Alors, autre effet non désiré et paradoxal, l'affaiblissement de l'opposition populaire tant en Irak qu'en Iran. Aujourd'hui, encore une fois, les voix dissidentes sont affaiblies. Et puis, aussi gravement, l'affaiblissement de tous ceux qui, en Iran, depuis des années, ont fait le pari de la diplomatie et du droit international. Aujourd'hui, les modérés du régime, entre guillemets, qui, pendant des années, ont tenu bon face au dur du régime en disant non, on fait le pari du droit international et de la diplomatie. Aujourd'hui, leurs voix ne sont plus audibles. Ce sont les durs du régime qui ont repris la main. Et puis enfin, en ce qui concerne l'Irak, un retour du confessionnalisme. Il n'aura échappé à personne dimanche après-midi que les députés irakiens qui ont voté la résolution demandant le départ des troupes étrangères sont des députés chiites. Il y a juste 2 députés sunnites qui ont assuré le quorum, mais les sunnites et les kurdes n'ont pas participé au vote. Alors, au-delà de ça, la riposte iranienne cette nuit me paraît aussi relativement mesurée. Au-delà des discours des officiels iraniens, il faut quand même constater on a l'impression en tout cas que l'Iran a fait passer le message avant pour éviter un maximum de dégâts. Et en effet, des officiels irakiens ont été prévenus de l'imminence des frappes et les dégâts matériels et en tout cas humains sont tout à fait limités. Ça concerne la riposte iranienne. En ce qui concerne la riposte irakienne, certains chefs de milice ont dit qu'elle était encore à venir. Alors, je passe évidemment sur les menaces de crimes de guerre proférées par Donald Trump qui sont tout à fait incompréhensibles. Je passe aussi sur la confusion dimanche soir sur la lettre envoyée par un général américain à ses homologues irakiens qui a été démenti. Enfin, tout ça participe à la confusion. Mais dans ce contexte-là, Monsieur le Ministre, nous avons entendu votre appel à la désescalade et au retour de la diplomatie. Et nous joignons évidemment à cet appel. Mais à mes yeux, la vraie question, au-delà de cet objectif, la vraie question c'est comment ? Comment ? Quels sont les moyens que nous souhaitons mobiliser pour atteindre cet objectif ? Et pour atteindre un objectif de désescalade durable. Le but, ce n'est pas simplement de sortir de cette séquence compliquée et puis de revenir au statu quo antérieur. Le but, c'est de maîtriser les causes qui nous ont menés à cette situation. Et le cœur de la solution, c'est le sauvetage de l'accord de Vienne. Il faut au moins que dans ses principes et dans ses objectifs, cet accord soit sauvé. L'accord de Vienne est un accord qui a été négocié pendant plus de 12 ans par la communauté internationale. Il a été conclu en 2015. Et puis, en mai 2018, Donald Trump décide d'en sortir. Comme je le disais en guise de préalable, ça a été le point de départ de tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui et dont nous débattons aujourd'hui. Alors, il faut donc sauver cet accord en ayant conscience que l'interlocuteur iranien se retrouve dans une situation où l'accord de Vienne, c'était un équilibre entre coûts et bénéfices.
il y avait la nécessité pour l'Iran de permettre le contrôle de son programme nucléaire, et en échange de ça, il y avait la levée de sanctions économiques qui étaient censées lui permettre de respirer d'un point de vue économique et de se joindre au concert des nations. En sortant de l'accord de Vienne, Trump a rompu cet équilibre. Et l'Iran se trouve dans une situation où la communauté internationale continue à lui dire « respectez vos engagements », mais non seulement les bénéfices liés à ces engagements ont disparu, mais en plus de ça, ils doivent subir des sanctions qui sont extrêmes, qui sont radicales et qui sont traduites par la politique de pression maximale des États-Unis. Et donc, moi, je considère que l'Europe a un rôle majeur à jouer. Et je répète ce que j'avais dit dans l'intéressant débat que nous avons eu ici à propos d'Instex au mois de septembre, mais je répète que l'Europe doit être capable d'incarner une alternative, une vraie alternative, c'est-à-dire proposer à l'Iran des moyens de garantir les bénéfices qui étaient liés au respect de ses engagements. Il est vain, à mon avis, de dire à l'Iran ne sortez pas de votre accord, ne sortez pas de vos engagements si on ne leur propose pas en échange le maintien des bénéfices qui étaient liés à cet accord. Et donc, il faut que l'Europe puisse à nouveau être le garant de cet équilibre. Il faut pour cela, à mon avis, prendre beaucoup de recul par rapport à la politique de Donald Trump, qui est une politique qui lui est propre et qui, en tout cas, est dangereuse et très aventurière. Il faudra aussi poser la question de l'extraterritorialité des sanctions américaines. Il ne me paraît pas normal que lorsque les États-Unis décident de faire subir des sanctions à un pays tiers, que l'ensemble de la communauté internationale y soit tenue. Et donc il faut trouver un moyen de contourner cette extraterritorialité des sanctions et donc s'affranchir de cette politique aventureuse et déstabilisatrice menée par Donald Trump. Donc la crise donne ici l'occasion à l'Europe de s'affirmer, de porter une autre voie, mais encore une fois, se contenter de dire désescalade, retour à la diplomatie ne sera pas suffisant. Il faut donner du contenu à ce discours, et donner du contenu, c'est donner des perspectives économiques à l'Iran, parce que sinon, on va quelque part provoquer les effets contraires aux objectifs qui étaient les nôtres au départ. Il m'est revenu hier qu'un député iranien proche du président Rouhani, donc réputé modéré, s'était exprimé en disant tout ça ne sert plus à rien, il faut maintenant que l'Iran sorte du traité de non-prolifération. Donc il y a vraiment une dynamique dangereuse qui est en train de se mettre en place. Et encore une fois, pour apaiser la situation, il faut donner du contenu à notre diplomatie, c'est-à-dire, je le répète, des perspectives à l'Iran qui sont comparables à celles qui existaient dans le traité de Vienne. Voilà, je vous remercie. Pour vos réponses, je vais ajouter quelques éléments dans ma réplique. Donc, force est de constater qu'on évolue de plus en plus dans un monde où les règles élémentaires du multilatéralisme et du droit international sont bafouées, et un monde qui consacre de plus en plus la loi du plus fort, et il faut absolument s'en inquiéter. Alors, bien sûr, monsieur d'Allemagne, que l'hostilité entre les États-Unis et l'Iran est ancienne, qu'elle a quasi 40 ans, jour pour jour, mais je réaffirme que le cœur du problème que nous connaissons aujourd'hui est directement lié à la rupture de l'équilibre de l'accord de Vienne par les États-Unis, et que dès lors le cœur de la solution va être dans la manière de trouver une solution, une alternative, sous l'impulsion des autres signataires, dont les Européens. Et Monsieur le Ministre, vous parlez d'une voix européenne qui puisse porter, d'une voix européenne forte. Qu'on s'entende bien sur ce que ça veut dire. Une voix européenne forte est une voix européenne qui apporte des solutions,
qui ne se contente pas des incantations et des appels à la raison ou à la désescalade. C'est une voie qui doit apporter des solutions. Et on ne pourra rien attendre de l'Iran. Si on continue à lui demander de respecter des engagements, de respecter un accord, tout en le privant de ses bénéfices. Pire, en lui imposant des sanctions supplémentaires. On ne saura rien attendre de l'Iran si on continue dans cette voie-là, et donc il est important de pouvoir proposer des solutions, et on n'y arrivera jamais sans résoudre la problématique de l'extraterritorialité des sanctions américaines. Il faut une réponse significative à cet enjeu-là, qui est un enjeu qui dépasse d'ailleurs le dossier iranien. Il y a un problème de l'extraterritorialité du droit américain en général, qui est devenu maintenant même une arme économique. Mais j'y reviendrai certainement dans ce Parlement à une autre occasion. Mais toujours est-il que nous devrons trouver une solution à ce problème. Nous sommes pieds et poings liés dans notre pouvoir d'initiative à partir du moment où si on ne s'aligne pas sur les sanctions que les États-Unis décident de faire peser sur un pays ou sur un autre, nous risquons nous-mêmes d'être sanctionnés. Donc le cœur de l'enjeu, il est là. Quant à la situation de l'Europe et à la voix de l'Europe, alors, je répondrai à ma collègue de l'NVA, le premier intérêt des Européens, c'est la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient. Et je rappelle à cet égard-là que lorsque les États-Unis se retirent de l'accord de Vienne en mai 2018, il a fallu attendre 1 an, 12 mois, pour que l'Iran commence à réagir. Pendant 12 mois, ils se sont contentés de respecter scrupuleusement leur part du deal. Et je terminerai sur une petite anecdote, mais qui m'a très fort marqué. J'ai été mi-décembre au Forum de Doha. Le Forum de Doha, c'est, comme vous le savez, un grand colloque, une grande conférence où tous les décideurs du monde débattent de son avenir. Et il y avait en effet des personnalités de très haut niveau d'un peu partout, du Japon, d'Amérique du Sud, beaucoup du Moyen-Orient évidemment, des États-Unis. Il n'y avait pas un Européen. Il n'y avait pas un Européen. Et la seule manière dont l'Europe était évoquée dans les débats, c'était comme d'un marché de destination, un marché de consommation. C'était le plus grand marché du monde, donc l'Europe est importante parce que c'est le plus grand marché. Mais il m'a paru tellement évident à ce moment-là que l'Europe est beaucoup trop un géant économique et tellement un nain politique aujourd'hui. Et pour pouvoir en effet peser beaucoup plus politiquement et transformer quelque part notre force économique en capacité diplomatique et politique, il faut être capable aussi de s'affranchir je ne veux pas dire d'alliance parce que ce serait exagéré, mais en tout cas pouvoir développer notre propre vision du monde et notre propre discours sans être pieds et poings liés par rapport à nos partenaires. Voilà, je vous remercie.